Donc là, je vais parler des petites mains, c'est-à-dire ce qu'on appelle les centres de compétences dans nos petits hôpitaux loin des centres de recherche. Donc les centres de compétences, en fait, c'est des structures qui assurent la prise en charge et le suivi des personnes atteintes de maladies rares dans le cadre d'un maillage, d'un réseau national, et on est en lien en fait avec ce qu'on appelle des centres de référence. Donc vous avez eu plusieurs présentations, le professeur Odo, le professeur Meunier, et donc moi j'ai réussi en fait en tant que centre de compétences à être relié donc à tous les centres de référence qui existent, c'est-à-dire Strasbourg, Montpellier, les deux Parisiens et Toulouse. Donc finalement je travaille avec tout le monde. Alors en fait à la demande du professeur Hamel, donc ça remonte il y a 20 ans, donc on s'était rencontrés à cette époque-là, et il m'a dit en fait il faudrait que tu travailles plutôt sur la constitution de grandes cohortes, parce que dans l'ouest de la France, j'avais la chance d'avoir un recrutement un petit peu particulier. Et donc finalement, au bout de 32 ans, j'ai à peu près 6700 patients en cohorte, en maladies rares. Alors pas seulement rétinites pigmentaires, toutes maladies génétiques confondues. À peu près la moitié, c'est des rétinopathies pigmentaires, mais on a aussi beaucoup d'atrophie optique. On a plus d'ailleurs d'atrophie optique que de maculopathie. Et puis beaucoup de maladies un petit peu très rares, puisque je fais de la neuro-ophtalmopédiatrie génétique. Alors juste un exemple de cohorte. Donc par exemple sur le gène PRPH2, puisqu'il y a eu des questions ce matin. L'idée d'avoir des grandes cohortes, c'est de détailler le phénotype, tout simplement. Donc ça c'est un travail commun avec Montpellier et Lille, où on a quand même 238 patients, donc ce qui est quand même la plus grande cohorte qui va être en cours de publication du monde. Et ça nous a permis en fait de bien classer les phénotypes, et surtout on s'est aperçu, on le savait, mais là maintenant on a une grande série, qu'il y a ce qu'on appelle des patients porteurs complètement sains. C'est-à-dire ils ont le gène mais ils ne sont pas malades. Donc c'est très intéressant du point de vue recherche parce qu'ils sont protégés. Donc l'idée c'est de pouvoir en fait le jour où il y aura un protocole de recherche sur ce gène PRPH2, d'essayer en tout cas de pouvoir présenter à l'équipe de recherche une cohorte complète en disant si vous voulez travailler sur cette forme-là ou cette forme-là, on a des familles qui seraient intéressées pour participer. Après, le deuxième intérêt de faire des grandes cohortes, c'est dans l'amoureuse congénitale de Leber. Donc ça, c'était avec l'équipe de Necker, le docteur Kaplan. Donc de pouvoir, en fait, dans les gènes très rares, et en particulier le NMNAT1, donc participer à ce nouveau gène qui a été trouvé, publié il y a 11 ans. Et en fait, les images qui sont ici, en fait, elles sont issues surtout de centres de compétences de Lille et puis et de Nantes, où on a pu comme ça aider à trouver des nouveaux gènes. Donc en fait, le rôle des centres de compétences devant un phénotype un petit peu particulier, c'est de travailler avec les équipes de recherche pour essayer d'identifier des nouvelles maladies. Et également, ce qui m'a beaucoup surpris au début, mais maintenant on commence à être habitué, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est qu'en fait des gènes connus pour donner des maladies graves, et en particulier les hémorrhages de Leber, donnent des phénotypes tout à fait modérés. Donc là, c'est une jeune fille, donc 4/10, découverte d'une rétine pigmentaire à l'âge d'une dizaine d'années. Donc je la voyais pour tout ce qui était basse vision MDPH, mais elle a 4/10, elle a un champ visuel qui est encore pas si mal que ça. Elle a une autofluorescence fond d'œil pas grand-chose. Alors quand on a l'habitude, effectivement, on voit des petites anomalies. L'électrorétinogramme était altéré, donc elle avait une rétine pigmentaire de petite bâtonnets cône. Et puis on reçoit un résultat qui nous surprend énormément parce que c'est le NMNAT1. Et ça, c'est connu pour donner des hémorrhages de Leber extrêmement graves avec une quasi-cécité très rapidement. Donc en fait, on a contrôlé par une deuxième technique de type génome entier ce résultat-là. Et donc c'est en fait des nouveaux phénotypes. C'est en fait on a des gènes qui donnent des phénotypes auxquels on ne s'attend pas du tout. Et donc c'est intéressant, toujours pareil, pour les équipes de recherche. Alors le rôle aussi de ces centres de compétences, parce qu'on est dans des hôpitaux de type CH-CHU, il y en a une cinquantaine à peu près de centres de compétences répartis sur toute la France, c'est d'essayer de préciser les diagnostics pour éviter l'errance diagnostique. Donc là, je vous montre des exemples de rétinite pigmentaire, de choroidérémie et d'albinisme. Et pourquoi, en fait, je vous montre ces trois maladies? Parce qu'en fait, quand on examine les mamans, les sœurs ou éventuellement les filles, en fait, on arrive à faire un diagnostic beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide. Alors, je vous montre une série d'images, c'est des autofluorescences.
Hein, donc ça, c'est une technique qui existe seulement depuis quelques années. Hein, ça fait même 10 ans à peu près qu'on a ce type d'imagerie. Mais en examinant les mamans, en fait, on fait quasiment le diagnostic du gène. Hein, donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc on gagne beaucoup de temps au niveau du diagnostic hein, quand c'est un garçon qui est atteint. Et donc, il ne faut pas vous étonner à chaque fois que vous venez en consultation pour un avis sur une maladie de rétine. Finalement, on commence par examiner la maman avant même d'examiner le garçon. Ça surprend toujours les mamans. Après, il y a beaucoup d'échanges entre équipes et ça, c'est quand même le rôle, en fait, et la structuration en filière. Donc, en fait, on se voit toutes les semaines. Hein, on a quand même beaucoup de réunions, beaucoup de visio, beaucoup de ce qu'on appelle de RCP. Et donc, tout ça, c'est structuré en centre de compétences, filière, centre de référence. Beaucoup d'échanges. Alors, il va y avoir une nouvelle carte, puisque les agréments, c'est tous les 5 ans. Donc là, il y a un nouvel agrément. Donc tous les centres de référence ont de nouveau été agréés. Puis les centres de compétences, il y en a qui vont disparaître et puis d'autres qui vont apparaître. L'idée, c'est d'avoir un maillage à peu près réparti sur toute la France. Alors après, nous, le centre de compétences, en fait, on a un rôle d'explication du résultat génétique. Parce qu'en fait, il faut que vous sachiez que les bilans génétiques sont faits. Là, tout ce qu'on vous a montré, c'est des bilans génétiques qui sont faits par des équipes hyper spécialisées en maladies de rétine, en ophtalmologie. Mais vous avez une grosse partie des bilans génétiques qui sont en fait réalisés dans des services de génétique classiques avec des généticiens qui ne sont pas hyper spécialisés en ophtalmologie. Donc en fait, ces généticiens de centres hospitaliers, finalement, échangent avec nous pour savoir si le gène qui a été trouvé colle en fait avec le phénotype, avec ce que nous on voit au fond d'œil. Donc il y a deux types de bilans génétiques. Il y a les bilans hyper spécialisés centres de référence. Là, vous avez le top du top. Et puis après, vous avez les généticiens de centres hospitaliers. Et pas seulement universitaires. Hein. Vous avez des équipes de généticiens pratiquement dans tous les centres hospitaliers, même de moyennes villes ou de petites villes. Hein. Vous avez des consultations de génétique un petit peu partout. Donc en fait, nous, ophtalmologistes, on doit finalement expliquer un résultat génétique parce que le généticien n'est pas un hyper spécialiste de la rétinopathie pigmentaire. L'autre rôle que l'on a nous aussi, en fait, quand on fait ces grandes cohortes, c'est de préparer les dossiers pour la thérapie génique. Et donc, par exemple, j'ai un mur où je mets en fait les différents protocoles de recherche qui sont en cours avec ce qu'on appelle les critères d'inclusion. Tel gène, par exemple P2-6 bêta, on en a parlé à Nantes, c'est tel âge, tel degré d'acuité visuelle, pour pouvoir en parler aux familles. Et puis on écrit, hein, s'il y a un appel à projet, on écrit aux familles, hein, ça fait partie de notre rôle. Hein. Alors je vous montre un exemple. Donc, ce patient-là, qui avait en fait une orange congénitale de Leber, mais il faisait du vélo à 30 ans, donc il lui restait quand même une certaine vision, mais à 50 ans, il n'arrivait plus à faire de vélo. Il avait juste une perception lumineuse à 50 ans. Donc en fait, on a trouvé le fameux gène RPE65. Donc là, en fait, c'est là où l'intérêt de travailler en équipe, c'est qu'on envoie le dossier avec l'accord du patient, bien sûr, hein, à l'équipe de Dr Lemeur, donc au CHU de Nantes, pour savoir est-ce que ce patient-là est éligible à la thérapie génique ou pas. Hein, donc en fait, pour éviter que le patient se déplace à 500 km, on envoie les dossiers. Donc là, en fait, c'est un cas comme très évolué. Donc le docteur Lemeur hésite et va en fait l'examiner elle-même pour savoir si éventuellement il peut bénéficier de thérapie génique ou non. Alors en fait, on dépasse ce qui est extraordinaire aussi pour nous, petit centre de compétences dans notre coin, c'est que, on l'a déjà dit plusieurs fois aujourd'hui, mais on dépasse les 80% de résultats positifs. Il y a 15 ans, on n'était même pas à 10%. Donc ça, il y a vraiment une explosion des résultats positifs génétiques. C'est-à-dire on a le nom du gène, le nom du variant. Alors pourquoi ? C'est parce qu'on a les grands panels, sauf que les grands panels, pour nous qui sommes un petit peu loin des grands centres de recherche, on n'y a finalement accès facilement que depuis 2-3 ans seulement. C'est très récent comme technique. D'accord ? Le génome, c'est encore pire. La mise en route du génome, ça a été compliqué, très compliqué. C'est vraiment, ça prend énormément de temps. Ça fait même pas une année que ça tourne à peu près correctement. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe ? C'est que dans notre cohorte, on a beaucoup de dossiers où on a déjà fait des recherches, revenus négatives. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On ressort tous les dossiers, un par un, et j'en ai 1300 à ressortir. Et à chaque fois, on regarde si on peut ou pas proposer les 2 nouvelles techniques, soit de type grand panel ou génome. Donc c'est un travail
important. Ce d'autant que, en fait, nous, on a une capacité au CHU de Rennes de faire 200, 250 bilans génétiques avec prise de sang par an. Donc là, on en a pour au moins 6 ou 7 ans. Donc, de rappeler les patients, rappeler les familles, leur expliquer quelles sont les nouvelles techniques, est-ce qu'ils sont intéressés, pas intéressés, les faire venir. Puis après, c'est pas tout de faire des prélèvements, c'est qu'il faut expliquer les résultats. Enfin, donc c'est quand même un très gros travail. Et donc tous les centres, en fait partout, dans toute la France, on ressort des centaines et des centaines de dossiers. C'est pour ça que les services de génétique sont complètement noyés, débordés. Ils ont entre 1 et 2 ans de délai pour la première consultation. C'est parce que, à cause de ces 2 nouvelles techniques. Et puis, en fait, on se partage le travail. Donc, bien sûr, on n'est pas tout seul. Donc, moi, je travaille avec tous les centres, tous les généticiens de l'Ouest. Et puis, face à un dossier, on se partage le travail. Ça, par exemple, avec le service de génétique de Rennes, ça, c'est ophtalmo pur. Tu t'en occupes. Nous, on a 1 an et demi de délai. J'ai pas le temps. Et puis, comme ça, on se répartit un petit peu le travail pour essayer de répondre le plus vite possible aux patients. Après, on a un rôle difficile, nous, au centre de compétences. C'est qu'en fait, on doit expliquer un petit peu les résultats, où en est la recherche. On est vraiment souvent aux premières consultations face aux familles et aux patients. Alors on doit à la fois faire la promotion de la recherche, ça c'est vraiment notre rôle, mais être très prudent dans les annonces sur la thérapie génique, puisque savoir quand est-ce que ce sera accessible. Donc on a un rôle un petit peu difficile, d'autant qu'il faut que vous sachiez que nous, ophtalmologistes, on est en fait inondés. Toutes les semaines, on reçoit des emails en disant il y a quelque chose de nouveau qui vient de sortir. Alors, il faut faire très très attention aux médias. Mais là, ça, c'est un extrait, par exemple, Bonnet de Rétina. Toutes les semaines, on reçoit il y a une nouveauté, c'est génial, ça va sortir. Voilà, donc il faut être prudent. Et on a des patients qui nous envoient des emails en disant j'ai vu ça sur Internet, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc on a un rôle un petit peu de prendre du recul par rapport aux annonces. Voilà, ça c'était un petit peu le rôle des centres de compétences. Un petit peu, il y en a une cinquantaine dans toute la France. Et ce que l'on fait par rapport aux gros centres de référence que vous connaissez. Après, le deuxième topo, c'est sur les petites nouveautés sur les déplacements. En fait, il y a 2 nouveautés un petit peu réglementaires. Il y a le nouvel arrêté d'il y a 1 an sur la conduite. Alors, je vais vous en parler un tout petit peu. Bon, la conduite, c'est une autorisation temporaire administrative, c'est pas du tout un droit. Et c'est limité à 15 ans, c'est-à-dire en fait tous les 15 ans, il faut renouveler votre permis. Ceux qui ont des vieux permis, vous allez recevoir un courrier, vous inquiétez pas. C'est gratuit, pour l'instant on ne paye pas le renouvellement. Et il y a une tolérance pour tout ce qui est vélo, trottinette, petite cyclo, voiture sans permis, tracteur, qui roulent sur l'espace public. Il n'y a pas de permis pour tous ces engins-là, mais le vélo doit respecter le code de la route. Alors le nouveau texte sur l'aptitude n'a toujours pas changé. C'est toujours le 5/10, c'est-à-dire les 2 yeux ensemble avec les lunettes habituelles et les lentilles habituelles, il faut avoir 5/10. Ça n'a pas changé, c'est la même chose quasiment dans tous les pays du monde. Le champ de vision, ça n'a pas changé non plus. Il faut avoir 120 degrés. 120 degrés, c'est à peu près l'angle entre les 2 rétroviseurs. Si on est en dessous, normalement on est inapte. Et puis il y a même quelque chose de plus précis, les 40 degrés centraux, on ne doit avoir aucun trou dans la vision. Ce qu'il y a de nouveau, c'est ça. Et ça concerne les rétines pigmentaires. C'est en fait l'inaptitude à la conduite de nuit. Là, c'est vraiment écrit noir sur blanc. C'est-à-dire que le préfet peut mettre quelqu'un inapte de nuit et apte de jour. Ça, c'est nouveau. Ça date seulement d'il y a 1 année. Donc sur la vision nocturne. Et pareil sur la vision crépusculaire. Alors là, par contre, on a un gros problème parce que nous, on n'a pas de test en laboratoire pour tester la vision crépusculaire. On peut être inapte, disons, quand c'est la vision chien-loup. Alors comment ça se traduit en pratique? Sur un permis de conduire, vous avez une petite mention, c'est le numéro 61. Voilà, donc si le gendarme vous contrôle de nuit qui a le code 61, vous serez verbalisé parce que vous n'avez pas le droit de conduire la nuit. Et il y a même une définition du jour et de la nuit, c'est 1 heure avant ou après 1 heure après le lever de soleil et 1 heure avant le coucher de soleil. Donc ça, en fait, maintenant, il y a des permis de conduire où il y a vraiment ce code qui est noté. Après, il y a d'autres codes, mais c'est le plus important. Et la deuxième chose aussi, c'est que globalement, disons, dès qu'il y a un problème de vision, il est très fortement conseillé d'utiliser des voitures avec boîte automatique. Alors les voitures électriques, de toute façon, sont toutes en boîte automatique, ça posera de moins en moins de problèmes. Alors qui contrôle? Je vous rappelle, c'est le préfet. En fait, celui qui vous délivre le permis, c'est le préfet.
Donc c'est le préfet qui donne et qui retire le permis. Alors bien sûr, c'est pas lui, hein. Il délègue à son administration et il délègue à ce qu'on appelle des médecins agréés. Et là, je vous ai mis un exemple d'un courrier qu'un patient a reçu. Alors je vous lis la petite phrase que le préfet a envoyée. Hein, mon attention a été attirée sur votre état de santé qui pourrait être incompatible avec la conduite des véhicules automobiles. Et la petite phrase se poursuit, vous devez consulter un médecin agréé, sinon je vous envoie les gendarmes. Voilà. En fait, les préfets font de plus en plus de courriers de ce type-là. Alors c'est plutôt très orienté, personnes très âgées, démence, etc. Ça concerne assez peu les problèmes de vision, mais ça concernait un patient qui avait effectivement une vision un petit peu faible. Alors les voitures sans permis, alors on peut avoir une voiture sans permis comme un cyclo de petite puissance dès l'âge de 14 ans. Hein, donc ça veut dire que vous pouvez avoir des adolescents déficients visuels qui utilisent des voitures sans permis. On n'en voit pas beaucoup, mais on en voit un petit peu. Et la particularité, en fait, de ces voitures sans permis, hein, c'est des petites voitures de place, c'est qu'il n'y a pas d'aptitude médicale. Voilà. Alors après, c'est beaucoup de bon sens. Il faut juste avoir le BSR, c'est-à-dire 7 heures d'auto-école. Et en général, c'est surtout le moniteur d'auto-école qui va repérer les problèmes graves de vision et qui nous les adresse. Dans le monde du travail, vous avez énormément de chariots, hein, c'est ce qu'on appelle les CACES, hein, les chariots. Alors il n'y a pas de chiffre de vision, mais les médecins du travail, pour les petits chariots, c'est voitures légères, et les gros chariots, c'est poids lourds. Et en fait, on nous demande, on a pas mal de personnes adultes qui travaillent qui ont des rétinopathies pigmentaires, donc des problèmes un petit peu de vision sur le côté. Et est-ce qu'ils peuvent utiliser un chariot en sécurité ou pas? Donc ça dépend du poste du travail et ça dépend un petit peu du type de chariot. Alors après, ce qui est nouveau, c'est les engins de déplacement. Donc c'est vous savez, les trottinettes, les gyropodes, tous ces trucs-là. Alors en gros, il y a deux catégories. Il y a ceux qui vont en dessous de 25 km/h où là, il n'y a pas de permis. Donc tout le monde fait à peu près n'importe quoi. Et puis il y a ceux qui dépassent les 25 km/h où là, il faut un permis, c'est-à-dire il faut le BSR. Et depuis 1 an et demi, il faut même des heures, il faut une journée de formation pour pouvoir utiliser une trottinette qui dépasse les 25 km/h. Hein, donc jusque-là, il n'y avait pas on pouvait utiliser une trottinette électrique sans aucune formation. Alors, ça c'est une petite aparté. En fait, on voit arriver ce type d'engin en basse vision, et en particulier chez les adolescents. Moi, j'ai quand même plusieurs familles, j'ai été assez surpris au début, maintenant je suis habitué, mais ils interdisent le vélo à leurs enfants, par contre, ils autorisent les trottinettes. Ça, c'est récent, j'ai remarqué ça depuis 2-3 ans, parce que dans l'inconscient des parents, la trottinette est moins dangereuse que le vélo. Alors en fait, non, hein, l'accidentologie est quasiment la même. C'est aussi dangereux d'utiliser une trottinette qu'un vélo. Mais moi, j'ai déjà vu plusieurs familles, hein, le vélo interdit et trottinette, oui, à partir de 10-12 ans. Alors, ensuite, il y a les voitures autonomes. Alors, les voitures qui marchent toutes seules. Donc ça, je vous ai mis un livre qui m'a été conseillé par une instructrice en locomotion canadienne. Et donc, c'est en fait le dernier titulaire d'un permis de conduire est déjà né. C'est-à-dire, clairement, ça, c'est un auteur qui fait la promotion en disant, finalement, le permis de conduire ne sert à rien, les voitures vont marcher toutes seules. Alors, il y a une réglementation, pour ceux que ça intéresse, hein, je vous ai mis les sites internet, mondiale de 2016, et puis elle a été adoptée au niveau de l'Europe puis en France, et en fait, la réglementation en France a changé il n'y a même pas une année, en septembre 2022, pour autoriser certains types de véhicules autonomes. Alors, il y a déjà des véhicules autonomes qui fonctionnaient, hein, jusqu'au groupe 2, par exemple l'assistance au freinage, des choses comme ça c'était déjà autorisé. Mais ce qui a été autorisé donc, il y a très peu de temps en Europe et en France, c'est le niveau 3, c'est-à-dire la possibilité, dans des conditions très particulières, de ne plus toucher le volant, c'est-à-dire en fait d'enlever les mains du volant. Alors, c'est le début. En fait, en France, il n'y a aucune voiture comme ça qui circule. C'est possible uniquement en Allemagne, que sur quelques autoroutes et quand les voitures vont à moins de 60 km/h. Donc en clair, dans des situations à embouteillage, il n'y a que 2 voitures homologuées, 2 Mercedes. Hein, vous pouvez, en fait, dans ces Mercedes-là, sur quelques routes en Allemagne, ne plus toucher le volant. C'est le début. On va en voir de plus en plus. Alors tout ça, c'est un petit peu la recherche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les médias se sont emparés du sujet. Donc, si vous vous souvenez du mois de septembre, il y a eu plein de médias sur la voiture va conduire toute seule.
Là, je vous ai mis un exemple de BFM, par exemple. Et puis, vous avez surtout, en fait, les constructeurs de voitures qui vous font des vidéos. Hein, donc, c'est impressionnant. Hein, vous pouvez dormir, hein, tout en enfin, la voiture conduit toute seule. Hein, et par exemple, là, c'est la pub de Renault. Hein, si vous allez regarder sur la pub de Renault sur la voiture autonome, hein, vous voyez le conducteur qui dort. Alors, il faut mettre un bémol. Donc là, je vous ai mis tous les sites internet avec les accidents mortels liés à l'utilisation de Tesla. D'accord ? Parce que c'est les pionniers, hein, quand même, c'est les premiers. Bon, voilà, quand on regarde dans le détail l'accidentologie liée au Tesla, ça refroidit un petit peu, puisque les Tesla sont un petit peu en avance. Alors, c'est de l'accidentologie aux États-Unis, hein, parce qu'ils sont un petit peu en avance sur l'Europe. Hein, les Tesla européennes ne sont pas les mêmes que les Tesla aux États-Unis. Hein, ce n'est pas les mêmes types d'algorithmes et d'ordinateurs. Mais non, il faut être raisonnable, hein, en tout cas les années qui viennent. Donc voilà, sur la conduite, c'est ce que je voulais dire. Après, la dernière chose qui vous concerne un petit peu, c'est le problème du financement des déplacements quand vous allez en consultation ou quand vous allez faire de la rééducation. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui vient de sortir, c'est que vous avez en fait un nouveau protocole de soins qui vient de sortir, hein, qui est sorti il y a très peu de temps, donc pour ce qui concerne les affections longue durée. Donc ça, c'est nouveau. Et en particulier, la plupart des maladies génétiques ophtalmologiques sont ce qu'on appelle dans l'ALD 31. Il n'y a pas de longue maladie génétique. Hein, donc c'est toujours du bricolage avec ce qu'on appelle le hors-liste. Hein. Vous êtes hors-liste, hein, si vous voulez savoir, la plupart d'entre vous. Hein, donc c'est comme ça que vous considérez l'assurance maladie. Et en fait, il y a des critères pour être reconnus par l'assurance maladie en ALD. Par exemple, une rétinopathie pigmentaire qui ne pose pas de problème, où il y a une consultation tous les 2 ans, bah, la sécurité sociale considère que vous n'êtes pas cher, donc elle va vous enlever votre ALD. Voilà, donc en fait, le critère de l'ALD, c'est qu'il faut qu'il y ait un traitement cher. Il faut que vous goûtiez de l'argent. Voilà, c'est pour être reconnu en ALD. Alors après, vous avez des sous-critères. Il faut un traitement par un médicament ou un appareillage. Et vous avez des sous-critères, c'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup d'examens complémentaires. Alors, dans les rétinopathie pigmentaire, quand il y a un œdème de la macula, ça justifie, on peut faire des consultations tous les 4 mois. Et puis, là où on arrive quand même à obtenir des ALD, c'est des soins paramédicaux, c'est-à-dire la rééducation. Donc, on arrive quand même à obtenir des ALD 31 quand il y a de la rééducation, donc du coup, la prise en charge des frais de transport. En fait, c'est ça le problème, hein, des frais de transport. Alors, je vous montre un exemple. En fait, là où on est aidé quand même dans tout ce bazar de papier d'ALD, c'est le gros travail que font les centres de référence d'écrire ce qu'on appelle des PNDS. Hein. Et vous avez par exemple l'équipe d'Officier Meunier qui a écrit le PNDS sur les maculopathies, et puis l'équipe de Strasbourg qui a écrit sur le syndrome de Bardet-Biedl, parce que là, en fait, face aux médecins conseils, il y a un document officiel qui détaille la maladie rare, et comme ça, on peut dialoguer avec le médecin de la sécurité sociale. Après, le problème, c'est que ce nouveau protocole, je le trouve beaucoup moins bien que l'ancien, il est beaucoup moins détaillé. Il va y avoir plein de problèmes. Je vois les problèmes arriver. Parce qu'en fait, c'est tellement vague, on ne sait pas trop quoi mettre. Avant, on avait des espèces de cases à cocher, donc c'était assez facile. Et là-dedans, en fait, le problème, c'est que s'il y a, par exemple, un syndrome de Usher, parce que je vois le cas régulièrement, alors ils sont à 100% pour la surdité, parce qu'on a d'abord fait le diagnostic de la surdité, puis ensuite la rétinite pigmentaire. Eh bien, ils sont à 100% pour la surdité, mais pas pour la vision. Parce que le protocole de soins, il n'y a que surdité dedans. Donc, il faut faire modifier un protocole de soins. Donc là, on va avoir beaucoup de problèmes avec ce type de nouveau protocole. Vous allez voir dans les années qui viennent. Dernière chose aussi, quand il y a un bon de transport, on commence à avoir des soucis depuis, je dirais, 2 ans à peu près. En fait, dans le bon de transport, il y a une case, c'est transport vers un centre de référence. Alors, sauf que maintenant, en fait, la sécurité sociale a compris, elle a commencé à découper la France par région. Et puis, si c'est un patient qui est suivi à Montpellier pour un syndrome de Usher usage 2A, ils vont refuser, en fait, de le prendre en charge, hein, un patient breton, pour aller jusque-là. Ils vont dire, non, vous allez à Paris.
Voilà, donc ça, on commence à avoir ce type de problème depuis, je dirais, 2 ans à peu près. Et au niveau des centres de compétences, les petits centres de compétences, comme c'est pas écrit compétences dans le protocole de soins, et là, il y a de plus en plus de médecins conseils qui disent non, vous allez à l'hôpital le plus proche ou voir l'ophtalmologiste le plus proche. Et il y a de plus en plus de dossiers de bloqués pour les transports. Je ne sais pas si vous avez cette sensation-là depuis 2 ans, non? Bon, vous avez de la chance. Alors. Dans l'Ouest, ça devient compliqué. Voilà, je voulais remercier les patients, bien sûr les associations, les professionnels, et puis surtout les chercheurs quand même, parce que c'est ce qui nous motive, c'est rendre, si possible, rendre la vue aux aveugles. Merci.